réceptions aujourd'hui. Le premier, j'avais un doute parce que le paquet était assez fin et les éditions Zulma à chaque fois, enfin je sais pas pourquoi, à chaque fois en tout cas que j'ai lu du Zulma, c'était toujours des gros pavés. Et là, il s'agit d'un petit livre de 200 pages à peu près qui est sorti quand? Qui est sorti le 1er octobre dernier, La mort et le météore de Roca Reiner Teron. Je vais pas me tenter l'accent. Édition Zulma, comme d'hab, super beau, super graphique. J'adore toujours les couvertures. Et là, il est question d'incendie sur la forêt amazonienne et d'une mission spatiale chinoise. Il est aussi question de tribus indiennes et je pense de drogue aussi qui permet de faire des voyages un peu transcendantaux, je sais pas si on peut dire ça comme ça, de faire un peu des voyages mystiques. Euh, J'avais lu le résumé, je ne connais pas l'auteur, j'avais lu le résumé enfin, voilà, ça m'intéressait de pouvoir lire. Et puis surtout, quand j'ai lu le résumé, que j'ai vu qui mélangeait sauvegarde d'une tribu indienne au fin fond de la forêt amazonienne et mission spatiale chinoise, j'étais curieuse de savoir ce qu'on pouvait tirer de ça, d'un tel scénario. Donc La mort et le météore de Roca Reiner Teron. Sans accent, toujours pas. L'autre réception, du coup, cette fois-ci, c'est des éditions Erol. Erol, alors là, le paquet est plutôt gros. Je pense qu'il y en a plusieurs, en fait. Il y en a deux. Deux romans. Souviens-toi que tu m'aimes de Catherine Rose Barbieri. Des éditions Erol. Dans mon souvenir, je vais quand même m'aider un peu du dos. C'est Héloïse qui rencontre James dans un wagon du TGV Lyon de Paris. Gros coup de foudre. Sauf qu'en fait, enfin voilà, gros coup de foudre, mais qui ne mène pas plus loin. Mais 2 ans et demi plus tard, il se retrouve par hasard en Écosse. Le cœur d'Héloïse n'a rien oublié. Elle est prête à croire que le destin vient de lui accorder une faveur. Ah, mais c'est l'auteur de Amstramgram, ce sera toi qui me plaira. Je me souviens de ce roman, je me souviens de cette couverture. Donc là, a priori, on va découvrir le second roman de l'auteur, puisque Amstramgram, ce sera toi qui me plaira, était un premier roman. Voilà, donc là, on est sur Souviens-toi que tu m'aimes. Donc de, je répète, Catherine Rose Barbieri. Et le second, là, c'est la couverture qui m'a vraiment attiré, ce côté très sauvage, très nature, très canadien presque. Des gens irréprochables de Zoé Vital. Et là, on est dans la paisible ville d'Avalon. Un scandale vient ébranler le quotidien sans histoire de la communauté. George Woodbury, enseignant affable et respecté père et époux bien-aimé, est accusé d'agression sexuelle envers de jeunes élèves. Comment les membres de la famille vont-ils composer avec cette situation? Comment défendre quelqu'un qu'on aime tout en luttant contre la possibilité de sa culpabilité? Ah bah du coup, je vous parlais de Canada. En fait, c'est un auteur canadien. Enfin, c'est une auteure canadienne, de Montréal, semblerait-il. Ah bah oui, c'est ça. Elle est de Montréal. Bon bah voilà, en fait, j'imagine qu'elle a dû très bien choisir sa couverture, puisque je l'ai tout de suite identifiée au Canada. Donc voilà pour ces 3 réceptions sur les livres en cours. Gros coup de cœur en perspective, enfin pas en perspective, puisque c'est un gros coup de cœur. J'ai terminé La Tresse de Laetitia Colombani. Alors, j'en avais parlé dans une précédente vidéo. J'en ai aussi parlé en story Instagram. Et à chaque fois, tout le monde, toutes les personnes sont venues me dire « Oh, ça a été un gros coup de cœur. Moi, j'ai absolument adoré. Il faut absolument que tu lises. Lis-le, vite. » Ouais, bah en fait, je comprends pourquoi tout le monde dit ça. Parce que clairement, ce livre est incroyable. Il est super émouvant. Il est juste, il est beau. En fait, il est beau. Je pense que c'est vraiment la beauté que j'ai retenue de ce livre. C'est 3 destins de femmes. Donc moi, ça m'a forcément fait penser à la tresse, quoi, aux 3 brins de presse qu'on tresse les uns avec les autres, puisque c'est 3 destins de femmes qui, a priori, n'ont rien en commun. Il y en a une donc qui vit
mince, elle vit où? Elle vit où, Sarah? Au Canada. Il y en a une qui vit en Sicile et l'autre en Inde. Donc vraiment, surtout qu'il y en a une qui est, c'est une intouchable. Roulia, elle travaille dans un atelier en Sicile. Et Sarah, c'est une avocate réputée, femme entrepreneuse, femme active avant d'être mère. Et les trois destins, donc au début, voilà, ça se présente, enfin chaque chapitre, c'est une femme, un portrait, une vie. Et petit à petit, on glisse et on comprend en quoi ces trois destins sont liés. Et en fait, c'est la tresse vraiment qui se forme en fait petit à petit avec ces trois mèches, en fait, ces trois destins qui s'entremêlent. Donc j'ai trouvé en plus l'image de la tresse assez symbolique, de ces trois destins très symboliques, mais aussi la symbolique du cheveu qui dans certains pays, dans certaines tribus est très fort. Là en Inde, donc c'est carrément une offrande. Je sais qu'il y a certaines tribus, bah là c'est elle rencontre, bah, je vais pas trop vous en dire, non, je vais pas vous en parler, mais juste certaines tribus ou certains peuples où en gros le cheveu détermine un peu son intelligence, et donc plus on a des longs cheveux et plus on est considéré comme intelligent, et on ne les coupe jamais, ou très rarement. Donc j'ai trouvé cette symbolique assez forte. Ouais, en fait ce livre il est bourré de symboles, mais c'est surtout que je trouve qu'en l'espace de combien de 200 pages, donc un roman au final très très court, et ben Laetitia Colombani, elle arrive à nous transporter dans trois univers, à nous émouvoir. Et ouais, enfin franchement, j'ai eu les larmes quoi sur la fin quand j'ai compris en quoi ces trois femmes allaient se rejoindre et se retrouver sans jamais se voir. Ouais, j'ai trouvé vraiment ce roman super fort, et j'ai les Victorieuses dans ma bibliothèque. Si les Victorieuses est dans la même veine que celui-ci, mais je pense que je vais aussi passer un très bon moment. Donc La Tresse, j'ai envie de vous dire, lisez-le, mais en fait, a priori, tout le monde a lu La Tresse. J'étais la dernière roue du carrosse, mais maintenant que c'est fait, en tout cas, s'il y en a certaines parmi vous qui n'ont pas lu La Tresse, ah mais je pense que là faut y aller les gars, quoi. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Autre roman que j'ai terminé des éditions Fleuve, c'est Petits Riens qui font une vie. J'en ai parlé juste avant dans la vidéo. Donc, définitivement, roman très agréable à lire, sujet qu'il me semble est peu abordé dans la littérature, à savoir le statut de grand-père, ce nouveau statut de grand-père qui, pour le coup, peut être très mal vécu. C'est le cas du coup dans le roman du personnage de Jean-Paul, qui pareil est un hyperactif, qui travaille dans une grosse boîte dans le bâtiment et l'architecture à la défense, qui a du mal à digérer le fait que son fils devient papa d'un petit Théo, et du coup bah voilà, il change de statut, il passe du statut de père au statut de grand-père, statut qu'il partage avec François, donc ils sont co-grand-pères. François qui lui, au contraire, est un éditeur, il a un esprit très artistique, un petit peu foufou, un petit peu naïf, et ces deux grands-pères vont se rencontrer, et dans cette histoire, dans ce duo, il y a aussi Louise, la femme de Jean-Paul, qui ne supporte pas que son mari en fait occupe 99% de son temps dans son job. Du coup elle a envie de le quitter très clairement. Donc voilà, c'est un peu une histoire de famille, mais avec un focus sur ce nouveau statut de grand-père. Donc histoire, voilà, agréable à lire, sujet intéressant. Et comme je le disais précédemment, et ça s'est confirmé malgré tout, c'est enfin voilà, cette écriture cette écriture orale. Je sais pas comment l'expliquer. J'espère que vous comprendrez vraiment ce que je veux dire, mais en gros, euh, j'ai buté sur certaines phrases, sur certains paragraphes de par ce style d'écriture. Mais il n'empêche que voilà, ça reste un bon livre avec un sujet, un sujet, un sujet voilà, qu'on aborde peu, mais qui là pour le coup est abordé sous couvert quand même de pas mal d'humour et de légèreté malgré tout.
Je suis toujours dans Joli Joli Monde de Julien Dufresne-Lamy chez HarperCollins. Donc j'avance tranquille. En fait, je suis en lecture commune avec Katia de Pause Lecture sur Instagram. On est toutes les deux lectrices Charleston et c'est vrai qu'on a pas mal de lectures en ce moment. On avance tranquillement, mais sûrement. Toujours est-il que voilà, à chaque fois que je rentre dans ce livre, je suis complètement prise dedans. Je vous en parlerai un petit peu plus. J'attends quand même de le terminer, d'avancer un peu plus pour vous en parler plus précisément. Toujours est-il que c'est un très bon livre et je pense qu'on va aussi être sur un coup de cœur pour celui-ci. Et en parallèle, parce que j'avais envie de commencer autre chose, je suis dans le dernier Marc Lévy, c'est arrivé la nuit. Donc le dernier Marc Lévy paru, je crois, fin septembre, il me semble. Voilà, donc il est question. Alors je suis vraiment au tout début, donc je peux pas trop vous en dire à part ce qui est marqué sur la couve. En gros, il s'agit d'un groupe de 9 personnes qui veulent tous rester anonymes et qui ont une mission secrète, de ce que j'ai compris. Donc c'est un peu Allez, c'est vraiment de ce que j'ai compris, hein, donc je vous en dirai plus après quand j'aurai plus lu, mais peut-être que je me trompe totalement. En fait, ça a l'air d'être un peu des Robins des Bois qui veulent euh, déjouer ou en tout cas, comment dire, comment expliquer? Non, je vais pas me lancer plus dans l'explication. Je vais attendre d'y être plus loin parce que je pense que je vais complètement me perdre dans quelque chose qui peut-être est complètement erroné. Mais en tout cas, on est dans plusieurs villes. Donc l'intrigue se déroule à Oslo, Madrid, Paris, Tel Aviv, Istanbul et Londres. Et voilà, c'est 9 personnages qui ne se sont jamais rencontrés et qui ont, de ce que j'ai compris, des capacités assez utiles pour mener à bien leur mission. Donc je vous en parlerai quand j'aurai un petit peu plus avancé. Et une nouvelle réception. Oui, je reviens encore avec une réception, mais cette fois-ci pour la bonne cause, puisque c'est pour les éditions Charleston. Il y a peu, on a reçu les épreuves non corrigées qu'on doit lire avant le 5 décembre, il me semble. Et là, on a reçu d'autres épreuves non corrigées du premier roman de Mélusine Huguet, Un jour de plus de ton absence. Alors déjà, je trouve que le titre annonce, j'imagine, un roman très émouvant. Et il se trouve, enfin il me semble que certaines lectrices Charleston ont déjà commencé et ont déjà versé leurs larmes dès les premières pages. Ce livre donc sort normalement le 23 février prochain et donc on doit lire ces épreuves non corrigées avant fin décembre il me semble. Et Mélusine Huguet, en fait, c'est la créatrice du blog Carnet Parisien et elle est, il me semble, community manager pour des ou une maison d'édition. Enfin, en tout cas, elle est responsable des réseaux sociaux dans le milieu de l'édition. En gros, l'histoire, donc un jour de plus de ton absence, c'est donc l'histoire de Jade qui est en couple avec Antoine. Ils ont une très bonne situation, ils ont un appartement avec assez de chambres pour accueillir un nouveau-né, des familles très présentes, enfin tout est vraiment réuni pour accueillir un bébé. Jade tombe enceinte, donc tout le monde est super ravi et en fait dans le résumé, c'est indiqué à un moment, 10 semaines, 70 jours, le 20 février, c'était un lundi, elle s'en souvient comme si elle y était, et pourtant, elle a désespérément tenté d'oublier ce jour où tout a commencé. Donc j'imagine qu'il s'agit de la perte de son bébé à venir, j'imagine, et donc du coup comment elle va vivre ce deuil. Enfin j'imagine que c'est ça, je l'ai pas du tout commencé, mais compte tenu du titre et compte tenu du résumé derrière, j'imagine qu'il s'agit de ce sujet. Quoi d'autre? Alors, je me suis remise à lire sur la tablette que j'ai empruntée à une amie, parce que j'ai pas de tablette. C'est vrai que je lis quand même plus
plus sur du livre papier, mais voilà, j'avais envie de m'essayer à la liseuse et elle m'avait prêté sa liseuse qui, au moment où je dois bien sûr vous parler du livre que je viens de terminer sur la liseuse, ne s'allume pas, peut-être parce qu'il n'y a plus de batterie. Possible, je vais voir. En tout cas, livre que j'ai lu, que du coup j'ai récupéré via la plateforme NetGalley, qui en fait est une plateforme où les maisons d'édition proposent à des lecteurs de lire des épreuves non corrigées ou des livres à paraître ou des livres parus sur liseuse ou PDF, en tout cas sur un support numérique. Donc en gros, vous avez le catalogue des parutions, vous sélectionnez le livre qui vous intéresse, vous demandez à recevoir le fichier, ils vous le reçoivent ou pas, ça c'est ils vous l'envoient, pardon, ils vous l'envoient ou pas, ça c'est vraiment leur choix en fait. Donc en fonction, il y a quand même un profil à remplir. Si vous avez un site internet, un blog, des réseaux sociaux, enfin j'imagine que forcément ils valorisent ceux qui ont des réseaux sociaux et qui du coup après la lecture peuvent valoriser à travers les réseaux leur lecture. Toujours est-il que du coup j'avais demandé un livre euh, du coup sur NetGalley, livre qui du coup m'a été envoyé en format numérique et donc du coup forcément je devais le lire via la liseuse. Ce livre en question c'est Cœur solitaire en péril. Oui, le titre c'est Cœur solitaire en péril. Édité chez BMR, c'est une collection des éditions Hachette si je ne m'abuse. Alors en fait, pour la petite histoire, je reprends un peu depuis le début. Je lis peu de romances, de livres 100% romantiques. J'ai commencé il y a 2 ans à mettre le pas là-dedans avec 50 nuances degrés que j'ai lu, mais après tout le monde, que oui, j'ai adoré, vraiment. Mais j'avais rien lu depuis dans cette veine un peu. Et j'ai découvert, grâce aux éditions Hugo, Romance, toute la saga des McCoy, mais que j'ai découvert même aussi, mais surtout en fait, grâce à Estelle, petite lectrice. Je crois que c'est grâce à Estelle. Et du coup, je me suis plongée dans cette saga, j'ai adoré, vraiment, parce qu'au-delà de la romance entre les personnages, il y a vraiment toute une recherche faite, donc là la saga des McCoy se déroule en Écosse et il y a vraiment toute une recherche faite autour de l'histoire des clans en Écosse, donc c'est pas juste une romance comme ça balancée super in love à l'eau de rose et compagnie, non pas du tout, il y a vraiment toute une histoire familiale autour et c'est ça que j'ai apprécié, c'est qu'on n'est pas focus sur la romance. Par contre, Cœur solitaire en péril, alors oui, c'est agréable à lire. Oui, ça nous réchauffe un peu le cœur. Mais pour le coup, alors je vous ai même pas cité l'auteur. L'auteur c'est Tina Muir. Je suis allée regarder et elle écrit beaucoup de romances. Elle n'en est pas à sa première romance du genre. Par contre, là pour le coup, la romance prend le, toute la place en fait, vraiment toute la place et ça en devient même un peu trop répétitif et un peu trop lassant et un peu trop, ouais, un peu gnangnan quoi, enfin désolée hein, mais en toute honnêteté, donc je l'ai lu jusqu'à la fin, je l'ai lu vite parce qu'en soi on est pris dans cette histoire passionnelle, mais elle essaye d'introduire l'histoire, donc il y a Victor qui est le frère de Samuel, donc en gros c'est 2 frères, Victor et Samuel. Samuel possède une société de déménagement de luxe. euh, et en fait, Victor est l'employé de Samuel, donc ils sont frères mais ils travaillent ensemble, donc il y a un peu un rapport de domination entre les 2 frères, et vient s'insérer dans cette histoire fraternelle Alex, qui est donc une jeune femme au début du roman qui est un peu perdue, un peu dépressive, et il se trouve qu'elle va être prise sous l'aile de Victor, qui va l'entraîner dans plein de fêtes, etc. Et elle et Victor décident d'organiser un mariage, mais il n'y a absolument pas d'amour entre eux. C'est juste que du coup Victor, le lendemain à des fêtes luxueuses, l'a un peu sorti de sa dépression et il dit à Alex au début du roman, bah viens
pour rassembler toute ma famille, j'ai envie qu'on fasse une grosse fête, et quoi de mieux qu'un mariage pour rassembler tout le monde sera obligé de venir. Et le jour du mariage, Victor disparaît. En gros, ça commence comme ça et on ne sait pas ce que Victor devient. Et donc Alex se retrouve toute seule, déprimée, et Samuel vient toquer à sa porte et lui propose un boulot dans sa société de déménagement de luxe. Bien entendu, Victor va refaire un peu surface, mais du coup, ça, c'est une toile de fond, mais vraiment au fond du fond, quoi. C'est-à-dire que c'est du papier à cigarette, cette toile de fond. Elle est tendue, mais on la devine avec subtilité, quoi. C'est pas du tout le cœur du propos. Le cœur du propos, c'est vraiment la romance entre Samuel et Alex. Et en fait, c'est trop, quoi. C'est vraiment trop. Donc, si vous adorez la romance pure et dure, où on n'a que ça, de la première jusqu'à la dernière page, eh ben, faut lire Cœur solitaire en péril de Tina Muir, chez BMR. Mais si vous voulez, comme on peut le retrouver dans la saga des McCoy notamment, donc malheureusement, je ne peux pas vous en citer d'autres parce que j'en ai peu lu et j'en lis peu. C'est celle que j'ai en tête parce que c'est celle que j'ai adorée. Si vous cherchez du coup plus comme la saga des McCoy, quelque chose d'un peu plus construit, d'un petit peu plus riche dans l'histoire, ouais, faut peut-être éviter Cœur solitaire en péril très clairement. Je vais essayer de vous montrer la couverture. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais, voilà. Hop là, la couverture, peut-être que ça vous dit quelque chose, vous l'aurez vu circuler. De retour ce matin avec un livre terminé. J'ai enfin fini le dernier roman de Marc Lévy, édité chez Robert Laffont. C'est arrivé la nuit. Alors, Marc Lévy. J'ai lu sur tous les romans qu'il a écrits. J'ai dû lire bien plus de la moitié. J'ai rarement été déçue. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai été déçue par ce roman, mais je suis un petit peu sceptique. De quoi il s'agit ? En gros, on suit 9 personnages. 9 personnages. Alors, j'ai trouvé la page où il rassemble un peu tous les personnages parce qu'à certains moments du roman, j'étais là, attends, il y a un tel, et j'arrivais plus à faire le compte. Donc, il y a Ekaterina, Matteo, Cordelia, Diego, Janice, Vital, Malik et Maya. Donc, vous allez me dire, ça ne fait que 8 personnages. Oui, mais attendez, le 9e est un petit peu caché. En gros, donc ce sont 9 personnages, ce sont des hackers en fait, donc ils sont spécialisés dans le piratage informatique, piratage de tout ce qu'on veut, hein, de boîtes mail, de comptes en banque, de dossiers ultra sécurisés. Et en gros, ils se sont rassemblés en un groupe qu'ils appellent du coup le groupe Meuf, et ils sont un petit peu tous répartis en Europe. Donc il y a Tel Aviv, Istanbul, Londres, Paris, Oslo. Ils ne se sont a priori jamais vus, mais ils œuvrent dans un seul et même but, à savoir faire payer les méchants, en gros les politiques, les ultra-capitalistes, qui du coup mettent à mal un petit peu le petit peuple, quoi. Il y a par exemple l'exemple d'un autre personnage qui fait pas partie des 9, mais d'une jeune femme en fait qui est diabétique, qui a besoin d'insuline et qui en fait décède parce que l'insuline coûte très très cher. Et donc les diabétiques doivent se procurer de l'insuline moins chère, mais de l'insuline qui est coupée. Et il me semble d'ailleurs que c'est un fait avéré, puisque j'ai lu un article, il faudrait que je le retrouve, il me semble dans certains pays, l'insuline pour les diabétiques qui était beaucoup trop chère, aux États-Unis je crois, où du coup, les Américains vont au Canada parce que l'insuline coûte $30 alors qu'elle coûte 4 fois plus cher aux États-Unis.
Donc bref, et en gros, suite au décès de cette jeune femme qui n'a pas pu se procurer de la bonne insuline, en gros, ils vont tous un petit peu remonter le fil des lobbies pharmaceutiques et essayer de faire payer ceux qui coupent l'insuline et qui, du coup, empêchent aux diabétiques de se soigner, en tout cas de bien se soigner. Bref, ce n'est qu'un exemple, mais voilà un petit peu enfin voilà, dans quel domaine ils œuvrent. Et là, on part sur un attentat qui est censé être déjoué en Norvège à Oslo. Attentat du coup qui a pour but de faire grimper le parti d'extrême droite en Norvège. Donc il y a aussi toute une question de politique globale européenne et de partis extrême droite en fait qui ont envie un petit peu de dominer cette partie du globe. Du coup, comment se déroule en fait la structure de ce roman, parce qu'elle elle est assez particulière. Disons qu'elle file pas comme un roman ordinaire. En fait, chaque moment, chaque chapitre est introduit par le deuxième jour à Oslo, un matin plus tôt, le soir même à Londres, etc. Et chaque chapitre introduit un personnage ou plusieurs. Et on a également en pointillé des illustrations qui reprennent un petit peu les lieux emblématiques de l'intrigue. Donc là, c'est la grande horloge de Paddington. On va voir le siège du quotidien où travaille Janice, qui est journaliste. Voilà un petit peu la structure du roman. Donc il y a ces chapitres introduits avec chaque personnage et en filigrane, un petit peu en pointillé, il y a, et c'est d'ailleurs par ça que commence le roman, il y a comme une espèce d'entretien, comme un interrogatoire entre une personne dont on ignore l'identité, les questions sont posées en italique, et un personnage qui a priori fait partie du groupe des 9. Moi j'imagine que c'est un petit peu le chef du groupe des 9 et qui du coup vient un peu ajouter un petit peu de détails et enrichir en fait les chapitres en appuyant sur ce qui vient d'être écrit. Par exemple, imaginons Ekaterina, je sais pas, elle a pris sa voiture parce qu'elle a cru qu'elle était suivie, c'est un exemple. Et ben dans l'entretien, lui va dire oui à ce moment, mais pourquoi Ekaterina s'est enfuie à ce moment-là? Elle lui va dire mais parce qu'elle pensait qu'un mouchard avait été mis dans son téléphone. En fait, il vient ajouter un peu plus de précision et un peu plus de richesse en fait au chapitre pour nous aider nous aussi à y voir un petit peu plus clair dans cette histoire. Voilà comment se construit ce roman. Mon avis. Un petit peu sceptique. Alors en fait, il y a un tome 2 à paraître qui s'appelle Le Crépuscule des Fauves, si je ne m'abuse. Le Crépuscule des Fauves, voilà, c'est ça, à paraître bientôt. Donc oui, très clairement, quand on arrive à la fin, on sent que ça nécessite un tome 2. Et même, j'ai envie de vous dire, comme je l'ai dit précédemment d'ailleurs, ça nécessite presque un tome 0. En fait, j'ai senti en entrant dans ce roman qu'il me manquait quelque chose en fait, comme si je sais pas, c'était un peu trop rapide et c'est vraiment qu'à partir de la moitié du roman que ça y est, j'ai commencé à rentrer dedans, à comprendre un peu le système et à imaginer un petit peu les débuts de ces personnages, par exemple, enfin comment ils ont été recrutés, par quel biais, enfin j'ai pas plein de, enfin voilà, ça démarre un peu pardon, ça démarre un peu, ouh, je perds ma voix, ça démarre un petit peu sur les chapeaux de roue, ce roman. Voilà ce que je peux en dire. Après voilà, ça reste du Marc Lévy, ça reste de bonne qualité, ça se lit bien, l'histoire tient la route et tout, mais je reste un chouille sceptique. Suite du coup au Marc Lévy que j'ai terminé hier soir et je pensais pas le terminer aussitôt d'ailleurs, pour moi je sais pas, il passerait encore sur le week-end mais pas du tout. Du coup, gros défi pour la semaine prochaine, puisque je me lance dans 3 lectures simultanées. Enfin, je me lance. Il y en a une que je continue toujours en lecture commune avec Katia de Pause Lecture sur Instagram. Joli monstre de Julien Dufresne, l'ami que j'adore et que je continue toujours. Il y a Eline du compte Mes Livres de Poche sur Instagram qui a posté hier une photo de sa prochaine lecture, Les Imbattables de Sarah Maït. Je vous laisse regarder. Hop,
et je vous laisse prononcer le nom de famille dans votre tête, désolée si je l'écorche, édité chez JC Lattès. Et du coup, je l'avais dans ma pile à lire et je lui ai envoyé un message en disant bah tiens, ça te dit qu'on fasse une lecture commune. Donc, lecture commune sur les imbattables chez JC Lattès, où il est question de Victoire qui s'occupe d'un petit garçon de 9 ans qui s'appelle Basile. Et en fait, un jour, Basile doit prendre le car pour aller en voyage scolaire. Il rate le car et du coup, Victoire doit rester avec lui. Je pense que ça va être une très bonne lecture. J'en ai lu que du bien sur les réseaux sociaux. Donc celle-ci avec Eline. Et on peut dire que c'est une lecture commune, même si c'est pas officiel. On s'est pas dit vas-y on le commence tel jour. Mais du coup, toutes les 20 lectrices Charleston, on est dans la révérence de l'éléphant de Laura Trompette, que je n'avais pas encore commencé et qui paraît le 9 février prochain. J'ai lu ce matin pour juste me plonger un peu dans l'univers le premier chapitre et je sens que ça va me plaire. Là ça commence avec Marguerite, qui est une petite mamie de 93 ans qui est en EHPAD à Cannes, qui perd sa sœur Suzanne, et en gros elle a sa fille qui est décédée en couche, qui a mis au monde un petit Emmanuel, et du coup elle a dû, j'imagine, toute sa vie s'occuper d'Emmanuel. Et Emmanuel aujourd'hui vit et est fan du Kenya. J'ai lu le premier chapitre, hein, donc j'essaye de vous dresser un petit peu ce que j'imagine. Et du coup, j'imagine que cette petite Marguerite... Ah non, c'est la Tanzanie, c'est pas le Kenya. Son petit-fils photographe animalier en Tanzanie. Et en gros, Marguerite, dès le premier chapitre, on sent qu'elle a envie, elle a envie d'en finir. Elle a perdu sa sœur Suzanne d'un zona il y a peu et elle a vraiment envie de partir. Mais il y a une amie à elle qui s'appelle Paulette, qui du coup lui dit mais attends, mais il te reste encore de belles années, il faut que t'en profites. Et je sais pas pourquoi, je sens que Marguerite va partir en Tanzanie. Je ne sais pas pourquoi, mais on va voyager du coup en Afrique a priori dans ce roman. Donc voilà pour les 3 lectures de la semaine, et puis bah je vous retrouve plus tard.